Et si je vous disais que la technique de pêche préférée de votre grand-père est peut-être la raison principale pour laquelle vous rentrez bredouille aujourd'hui? Oui, je parle bien du fameux verron mort manié. Cette technique, qu'on nous présente comme l'arme absolue, la tradition ultime pour piquer les plus grosses truites. Dans cette vidéo, on va mettre les pieds dans le plat. On va analyser ensemble si, en 2024, continuer à monter son petit verron sur une monture est un coup de génie ou une simple perte de temps face à l'arsenal de l'heure moderne. Accrochez-vous, parce qu'on va déterrer quelques vérités qui dérangent et vous découvrirez pourquoi ce qui fonctionnait pour papy ne fonctionne plus forcément pour vous. Alors la question est simple. Le verron manié, technique ultime ou belle arnaque sentimentale? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire avant même de voir la suite, ça m'intéresse. Pour comprendre le débat, il faut revenir en arrière. Le verron manié, ce n'est pas juste une technique, c'est un héritage. C'est souvent la première méthode un peu technique que nos aînés nous ont apprise pour traquer les carnassiers. Il y a toute une mystique autour. La recherche des verrons, l'art de les conserver, le montage minutieux sur la monture. C'est un rituel. Et pendant des décennies, ça a marché du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était l'une des seules façons d'imiter à la perfection une proie naturelle en détresse. Dans l'inconscient collectif du pêcheur, c'est resté gravé comme la méthode la plus vraie, la plus noble. Beaucoup continuent de l'utiliser par habitude, par nostalgie, ou simplement parce qu'ils sont convaincus que rien ne peut remplacer un appât naturel. C'est cette conviction profonde qu'on va passer au crible aujourd'hui. Commençons par le commencement. Pourquoi ça marchait si bien avant? Le premier point, et c'est peut-être le plus important, c'est de se remettre dans le contexte de l'époque. Imaginez les rivières d'il y a 50 ou 60 ans. La pression de pêche n'avait absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Il y avait moins de pêcheurs, les techniques étaient moins variées, et surtout, les poissons étaient beaucoup moins éduqués. Un verron qui passait devant le nez d'une truite, même animé de façon un peu grossière, c'était une aubaine. Le poisson n'avait pas vu passer 50 leurres différents dans la journée. Il voyait une proie facile, naturelle, et il attaquait sans se poser de questions. C'était l'âge d'or de cette technique parce que l'environnement était parfaitement adapté. Le verron manié n'avait pas besoin d'être parfait pour être efficace, il suffisait qu'il soit là. Les anciens vous le diront. À l'époque, il suffisait presque de le mettre à l'eau pour prendre du poisson. Ce n'est pas une légende, c'est simplement le reflet d'un écosystème qui a radicalement changé. Oublier ce contexte, c'est la première erreur que l'on fait en voulant appliquer cette méthode aujourd'hui. Ensuite, il faut parler du matériel des anciens. Leurs cannes étaient souvent lourdes, en fibre de verre, avec une action très souple. Leurs moulinets étaient les plus lents, et le nylon, bien plus épais et élastique que nos tresses modernes. Pourquoi est-ce important? Parce que tout cet équipement agissait comme un amortisseur. L'animation qu'ils imprimaient était naturellement plus douce, moins saccadée. Le verron avait une nage plus planante, plus naturelle. Le manque de sensibilité de leur matériel les forçait à pêcher plus lentement, à mieux ressentir la dérive dans la main. Aujourd'hui, avec nos cannes en carbone ultra rapides et nos tresses sans élasticité, le moindre coup de sion est retransmis de manière sèche et brutale au verron. On a tendance à suranimer, à le faire gicler dans tous les sens de façon très peu naturelle. On pense bien faire, être plus précis, mais en réalité, on transforme une imitation de poissonnet blessé en un truc totalement erratique et suspect pour un poisson éduqué. Le matériel a changé, mais on a oublié d'adapter l'animation en conséquence. L'avantage principal du verron, à l'époque, était son caractère naturel. Face à quelques cuillères tournantes ou ondulantes, il représentait le summum du réalisme. L'odeur, la texture, l'aspect, rien ne pouvait rivaliser. C'était une véritable révolution. Pour un prédateur, tous les signaux étaient au vert. Il n'y avait aucune raison de se méfier. C'était une proie authentique, facile à intercepter. Cette supériorité était incontestable. Les leurres de l'époque étaient bien moins réalistes que ceux que nous avons aujourd'hui. Le verron était donc, logiquement, l'option numéro 1 pour déjouer la méfiance des plus gros sujets. C'est ce qui a bâti sa légende. Il a permis de capturer des poissons records qui boudaient les morceaux de métal. Ce statut de leurre ultime vient de cette période où l'écart technologique entre lui et les leurres artificielles était immense. Il faut bien garder ça en tête. Il était le meilleur, parce qu'il n'y avait pas vraiment de compétition à sa hauteur en termes de mimétisme.
Il y a aussi un facteur psychologique qu'on a tendance à oublier, la confiance absolue des anciens dans leur technique. Quand un pêcheur est persuadé à 100% que ce qu'il a au bout de sa ligne est ce qu'il y a de meilleur, il pêche différemment. Il est plus concentré, plus patient, il insiste davantage sur les postes. Il pêche avec une assurance qui se transmet dans ses gestes, dans son animation. Cette confiance vient du fait qu'il a pris des centaines de poissons avec cette méthode. C'était un cercle vertueux. Plus il y croyait, plus il pêchait bien, et plus il prenait de poissons. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous abordent le verron manié avec un certain doute. On se dit, est-ce que je ne ferais pas mieux avec un leurre souple? Ce manque de confiance nous fait pêcher plus vite, moins bien, et on abandonne au premier échec pour passer à autre chose. L'efficacité d'une technique dépend aussi énormément de la conviction du pêcheur. Et sur ce point, les anciens avaient un avantage mental écrasant. Maintenant, passons à la réalité moderne. Le changement le plus brutal, c'est la pression de pêche. Nos rivières ne sont plus les mêmes. Un poisson aujourd'hui, surtout une truite de plus de 40 cm, a probablement déjà été piqué et relâché plusieurs fois. Il a vu défiler une quantité astronomique de leurres. Son cerveau a appris à associer certaines formes, certaines vibrations, à un danger. Et le verron manié, avec sa nage saccadée caractéristique, est une signature que les poissons les plus expérimentés connaissent par cœur. Ils ont appris à s'en méfier. Le voir débouler dans le courant ne déclenche plus une attaque réflexe, mais plutôt une réaction de fuite ou d'indifférence. Penser qu'un poisson de 2024 réagit comme un poisson de 1970 est une erreur fondamentale. Le gibier a évolué, il est devenu plus intelligent, plus sélectif. Et notre technique, si elle n'évolue pas avec lui, devient tout simplement obsolète dans de nombreuses situations. Un autre facteur crucial, c'est l'état de nos cours d'eau. Dans beaucoup de régions, les rivières sont devenues plus claires qu'auparavant, à cause de divers facteurs écologiques. Qui dit eau claire, dit poisson plus méfiant. La truite a tout le loisir d'inspecter votre montage. Et soyons honnêtes, une monture, qu'elle soit Drajkovic, Placereau ou autre, ce n'est pas très discret. Le fil d'acier, les agrafes, les plombs, tout ça se voit. Dans une eau cristalline, un poisson posté va voir arriver ce bricolage métallique bien avant de voir le verron lui-même. C'est un signal de danger évident. Alors qu'un leurre souple monté sur une simple tête plombée, ou encore mieux en weightless, présente une approche beaucoup plus discrète et naturelle. La technique du verron manié a été pensée pour des eaux un peu piquées, des conditions où la visibilité est réduite. L'utiliser en plein été dans une rivière transparente, c'est souvent présenter une cible facile à identifier comme un piège grossier pour le poisson. Et puis, il faut bien le dire, la concurrence est devenue féroce. Je parle des leurres modernes. En 50 ans, l'évolution a été spectaculaire. Les leurres souples d'aujourd'hui ont des formes, des couleurs et des nages d'un réalisme bluffant. Ils peuvent imiter un verron blessé avec une subtilité incroyable, et ce, avec un montage beaucoup plus simple et discret. Les poissons nageurs, les jerkbaits, les minnows, ils offrent une palette de vibrations et d'actions que le verron manié ne peut tout simplement pas reproduire. Ils permettent de pêcher à différentes profondeurs, à différentes vitesses, de manière bien plus précise. Face à un verron qui a toujours plus ou moins la même action de dandine, un leurre moderne peut proposer une nage erratique, une pose suspendue, une fuite rapide. C'est un arsenal bien plus complet pour s'adapter à l'humeur du poisson. Le verron manié n'est plus le roi incontesté du réalisme. Il a été rattrapé et souvent dépassé par la technologie. Abordons un point pratique qui a son importance, la logistique. Pêcher au verron manié, c'est une contrainte. Il faut d'abord trouver les verrons, ce qui peut prendre du temps et n'est pas toujours facile. Ensuite, il faut les conserver vivants, puis les tuer juste avant léchage pour une fraîcheur maximale. Il faut transporter le matériel de conservation au bord de l'eau. Tout cela représente une préparation non négligeable. Comparez ça à une pochette de leurre souple. Vous l'ouvrez, vous en montez un sur une tête plombée en 10 secondes et vous pêchez. C'est un gain de temps et de simplicité énorme. Pour une session de pêche courte, après le travail par exemple, passer 20 minutes à préparer ces montages de verrons, c'est du temps de pêche en moins. La simplicité et l'efficacité des leurres modernes ont rendu la contrainte du verron manié beaucoup plus lourde à accepter pour le pêcheur du XXIe siècle, qui a souvent moins de temps à consacrer à sa passion.
L'un des plus gros problèmes, c'est l'animation que la plupart des pêcheurs donnent à leurs vairons. On a tous en tête cette image du pêcheur qui donne de grands coups de sion amples et réguliers, faisant zigzaguer le vairon de manière très mécanique. C'est l'animation classique, celle qu'on nous a apprise. Le problème, c'est que c'est tout sauf naturel. Un vrai poissonnet blessé ne nage pas en zigzag parfait. Il a des moments de panique, des pauses, des dérives inertes. Cette animation stéréotypée est devenue un signal d'alarme pour les truites éduquées. Elles l'ont vu des milliers de fois. Pour qu'un vairon manié soit efficace aujourd'hui, il faut casser ses codes. Il faut le faire dériver, le laisser reposer sur le fond, lui imprimer des tressautements minuscules, presque imperceptibles. Il faut utiliser le courant pour lui donner vie. La plupart des pêcheurs suranimants, leur vairon, le rendent suspect. Ils le manipulent trop, au lieu de le laisser vivre. C'est là toute la différence entre une perte de temps et une technique redoutable. Le matériel moderne, dont je parlais tout à l'heure, peut aussi devenir un ennemi. La plupart des pêcheurs de carnassiers utilisent aujourd'hui des cannes fast ou extra fast. C'est parfait pour le leurre souple, pour sentir la moindre touche et assurer un ferrage instantané. Mais pour le vairon manié, c'est souvent une catastrophe. Cette raideur excessive rend l'animation sèche et brutale, comme on l'a vu. Pire encore, au moment de la touche, le poisson sent une résistance immédiate et a tendance à recracher. Une canne plus souple, plus moderate, permet au poisson d'aspirer le vairon plus franchement avant que le pêcheur ne sente la touche. Elle pardonne aussi les erreurs d'animation et donne une nage plus fluide au montage. Utiliser une canne ultramoderne, conçue pour la tresse et les leurres, avec une technique ancienne comme le vairon manié, c'est comme essayer de labourer un champ avec une Formule 1. Ce sont deux mondes qui ne sont pas faits pour aller ensemble sans un minimum d'adaptation. C'est ce décalage qui mène souvent à l'échec. Maintenant, parlons du temps. Le temps, c'est la ressource la plus précieuse au bord de l'eau. Et le vairon manié est un grand consommateur de temps. Prenez le temps de monter un vairon correctement sur sa monture. Il faut être minutieux pour qu'il nage bien, qu'il ne se déchire pas. Ça prend 1, 2, voire 3 minutes si on veut faire ça bien. Pendant ce temps, le pêcheur au leurre souple a déjà prospecté 10 mètres de rivière. Imaginez que vous accrochez le fond et que vous cassez. Il faut tout refaire. Ou pire, vous avez une touche, vous ferrez, vous ratez et votre vairon est complètement détruit. Il faut en remonter un autre. Chaque incident vous coûte plusieurs minutes précieuses. Sur une session de 3 heures, vous pouvez facilement perdre 20 à 30 minutes juste en montage et remontage. C'est énorme. C'est du temps où votre ligne n'est pas dans l'eau. Le leurre, lui, est bien plus résistant et rapide à remettre en action. C'est une question de rentabilité du temps de pêche. La fragilité du vairon est un autre argument de poids dans le camp de la perte de temps. Un leurre souple peut encaisser des dizaines d'attaques, frotter contre les rochers et continuer à pêcher. Un vairon, c'est une autre histoire. Un lancer un peu trop appuyé et il peut se déchirer sur la monture. Un choc contre une pierre et il est abîmé, sa nage est compromise. Une attaque de petite truite qui le mordille et il est inutilisable. On passe son temps à vérifier son état, à le réajuster. C'est une source de stress et de perte de concentration. Au lieu de se focaliser sur la lecture de l'eau et la qualité de l'animation, on se préoccupe de la survie de notre appât. Cette fragilité intrinsèque oblige à pêcher avec une certaine retenue, à éviter les zones trop encombrées où se cachent souvent les plus beaux poissons. On perd en audace et en efficacité de prospection. C'est un handicap majeur par rapport à la robustesse d'un leurre artificiel. Faisons une comparaison directe et honnête. Prenez un pêcheur expérimenté au vairon manié et un pêcheur expérimenté au leurre souple. Placez-les sur le même parcours dans des conditions de pêche moyennes, eau claire, pression de pêche standard. Lequel des deux va couvrir le plus de terrain et présenter son leurre au plus grand nombre de poissons? La réponse est évidente. Le pêcheur au leurre souple. Il va pouvoir changer de taille, de couleur, de poids de tête plombé en quelques secondes pour s'adapter à chaque poste. Il va lancer plus souvent, passer moins de temps à gérer son appât. Il aura donc statistiquement plus de chances de déclencher une attaque. Le vairon manié, dans ce contexte, est moins polyvalent. Il excelle dans certaines conditions précises, mais il est moins tout-terrain. S'obstiner à l'utiliser quand les conditions ne sont pas optimales, c'est se priver de l'efficacité et de la polyvalence des techniques modernes. C'est choisir l'outil le moins adapté pour le travail à faire.
Et ce fameux mythe, le verron manié, ça sélectionne les gros poissons. C'est une phrase qu'on entend partout. Est-ce vraiment vrai ou est-ce un biais de confirmation? C'est vrai qu'un verron est une belle bouchée qui peut intéresser un gros sujet, mais un leurre souple de 10 centimètres aussi. La réalité, c'est que les pêcheurs au verron manié, souvent, pêchent plus lentement, insistent plus sur les postes marqués où se tiennent les gros poissons. C'est peut-être leur patience et leur application qui sélectionnent les gros poissons, plus que le verron lui-même. J'ai personnellement pris autant de très grosses truites avec des leurres souples ou des poissons nageurs qu'au verron manié. Ce qui sélectionne le gros poisson, c'est avant tout la connaissance de ses habitudes, le choix du poste et la discrétion de l'approche. Attribuer ce succès uniquement au verron, c'est oublier tout le reste du travail du pêcheur. Ce n'est pas une formule magique. Un verron mal présenté sur un mauvais poste ne prendra jamais un gros poisson. Enfin, il y a la courbe d'apprentissage. Maîtriser le verron manié est difficile, vraiment difficile. Il faut apprendre à le monter parfaitement, ce qui demande des dizaines d'essais. Il faut ensuite apprendre à l'animer correctement, ce qui est extrêmement subtil et dépend du courant, de la profondeur, de l'humeur du poisson. Il faut des années de pratique pour devenir un vrai expert. La question est, le jeu en vaut-il la chandelle en 2024 ? Un débutant peut obtenir des résultats très corrects avec un leurre souple en quelques heures de pratique seulement. L'efficacité est beaucoup plus immédiate. Consacrer des centaines d'heures à maîtriser le verron manié pour au final n'être efficace que dans des conditions très spécifiques. Est-ce le meilleur investissement de son temps? Pour beaucoup de pêcheurs, la réponse est non. Ils préfèrent maîtriser des techniques plus polyvalentes qui leur apporteront du plaisir et des résultats plus rapidement. Le verron manié est devenu une technique de spécialiste, presque d'artiste, et non plus une technique de base. Alors, est-ce qu'on doit jeter toutes nos montures à la poubelle? Non, absolument pas. La technique n'est pas morte, elle est juste mal comprise et mal utilisée. Le secret n'est pas de la répéter aveuglément comme le faisait Papy, mais de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Le verron manié n'est plus la solution à tout faire, mais il reste une arme redoutable dans des situations bien précises. Il faut le voir comme un outil de spécialiste dans votre boîte de pêche, à côté des autres leurres. Il faut savoir quand le sortir et surtout comment le sortir. L'erreur est de croire qu'il est universel. Sa force réside désormais dans sa spécificité. En comprenant ses limites, on peut commencer à exploiter son véritable potentiel. C'est un changement de mentalité, passer d'une technique par défaut à une technique de choix réfléchie. Et c'est là que tout commence. Alors, quand est-ce que ça marche encore diablement bien? La condition numéro 1, c'est l'eau. Des eaux fortes, un peu teintées, après une pluie par exemple. Quand la visibilité est réduite, les poissons se fient davantage à leur ligne latérale et à leur odorat. Et là, le verron manié redevient roi. Les vibrations d'un vrai poisson, même mort, sont uniques. Et surtout, il dégage des effluves que aucun attractant ne pourra jamais imiter à la perfection. Dans ces conditions, le côté un peu grossier de la monture est masqué par la turbidité de l'eau. Les signaux positifs, odeurs et vibrations naturelles, prennent le dessus sur les signaux négatifs. Le poisson est moins regardant, il doit se décider vite. C'est dans ce genre de situation que le verron manié peut faire la différence et vous permettre de toucher un poisson méfiant qui ignorerait un leurre en plastique. C'est son terrain de jeu de prédilection. Pour l'utiliser efficacement aujourd'hui, il faut aussi adapter son matériel. Oubliez la canne ultra raide dont on a parlé. Privilégiez une canne à l'action plus modérate, ou même une canne spécifique pour le verron manié, qui sont plus souples. Pensez aussi à votre bas de ligne. Un fluorocarbone de bon diamètre sera plus discret que du nylon et résistera mieux à l'abrasion. Concernant les montures, il existe aujourd'hui des modèles plus légers, plus discrets que les vieilles montures Drajkovic de 20 grammes. Des montures internes, des systèmes articulés. Il faut moderniser son approche. Le but est d'alléger l'ensemble au maximum pour obtenir la nage la plus naturelle et la plus planante possible. L'idée est de faire oublier la mécanique de la monture pour ne laisser que la vie du verron. C'est un équilibre subtil entre le contrôle nécessaire pour l'animation et la liberté à laisser à l'appât. Et l'animation, on y revient, c'est la clé de tout. Oubliez le 1-2-1-2 mécanique. Pensez dérive. Lancez 3 quarts amont,
et accompagnez votre verron dans le courant, bannière semi-tendue. Laissez le courant faire 80% du travail. Votre rôle est juste de lui donner de petites impulsions de vie de temps en temps. Un tressautement sur place, une petite tirée sèche pour imiter une fuite, puis une longue pause où il dérive comme un poisson mort. Il faut varier constamment. Le secret est dans l'irrégularité. Une animation moderne au verron manié ressemble plus à une pêche en nymphe au fil qu'à une pêche au leurre. C'est une pêche de finesse, de ressenti. Il faut sentir le fond, les cailloux, et animer en fonction. C'est beaucoup plus subtil et exigeant, mais c'est à ce prix que le verron manié redevient une technique capable de tromper les poissons les plus éduqués de nos rivières. Alors, pour conclure cette analyse, quel est le verdict final? Le verron mort manié est-il une perte de temps en 2024? La réponse est non, à une condition, arrêtez de l'utiliser comme votre grand-père. Ce n'est plus une technique universelle et facile. C'est devenu une technique de spécialiste, un scalpel à sortir pour des opérations bien précises. Dans des eaux fortes et teintées, avec un matériel adapté et une animation subtile, il reste l'une des meilleures approches possibles pour décider une grosse truite apathique. Mais l'utiliser en plein été dans une eau basse et claire, avec une canne à gigue, c'est effectivement une perte de temps monumentale. Le problème n'est pas la technique elle-même, mais le décalage entre la vision nostalgique qu'on en a et la réalité des conditions de pêche d'aujourd'hui. C'est un outil puissant, mais comme tout outil puissant, il faut apprendre à s'en servir correctement. Sinon, il vaut mieux le laisser dans la boîte. Pour résumer, on a vu que le verron manié n'est pas mort, mais que son âge d'or est révolu. Son efficacité d'antan s'expliquait par des poissons moins éduqués et une concurrence quasi inexistante de la part des leurres. Aujourd'hui, face à des poissons méfiants et un arsenal de leurres ultra réalistes, l'utiliser à l'ancienne est devenu contre-productif. Le vrai « voilà le moment clé », le « aha moment », c'est de comprendre que le plus grand ennemi du verron manié, c'est le pêcheur qui l'utilise comme en 1970, avec du matériel de 2024. Le vrai changement, c'est d'arrêter de le considérer comme une technique de base, mais comme une technique experte pour des conditions spécifiques. C'est une approche qui demande plus de réflexion, d'adaptation et de finesse qu'avant. Ça change tout, car ça vous force à analyser l'eau, le comportement du poisson et à choisir le bon outil pour le bon moment, au lieu d'appliquer une recette toute faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Et maintenant, la question qui tue pour les commentaires, quelle est la technique de papy que vous défendez encore corps et âme aujourd'hui? Et pourquoi est-elle, selon vous, toujours d'actualité?